Dans cette vidéo, nous allons revenir sur une affaire bouleversante qui s'est déroulée dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis. Le 13 avril 2018, Shannon Manny, âgée de 21 ans, devait aller chercher son petit frère à l'école. Mais elle n'est jamais arrivée. Son téléphone a cessé de répondre, et personne n'avait de nouvelles. Inquiets, ses parents ont immédiatement signalé sa disparition à la police, sans imaginer l'ampleur du cauchemar qui les attendait. Shannon Manny est née le 6 avril 1997 de parents originaires des îles Fidji, Anshu et Vijay Manny. Elle était encore une enfant lorsque sa famille a immigré aux États-Unis. Ensemble, ils se sont installés à Waukesha, une petite ville paisible au sud-ouest du Wisconsin, où Shannon a grandi. Jeune fille vive, intelligente, jolie et très sociable, Shannon avait tout pour réussir. Ses parents étaient convaincus que Waukesha était le cadre idéal pour élever leurs enfants. En 2015, elle a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, puis s'est inscrite à l'université du Wisconsin à Milwaukee. Passionnée par l'aide aux autres, elle rêvait de devenir assistante sociale. En parallèle de ses études exigeantes, elle travaillait avec son père dans une entreprise spécialisée dans les produits alimentaires biologiques. C'est là qu'elle a rencontré Quentin Neal, un homme de 26 ans venu postuler pour un emploi. Comme Shannon, Quentin avait la volonté d'aider les autres. Tandis que Shannon rêvait de créer un refuge pour les femmes et les enfants en détresse, Quentin affirmait vouloir bâtir un lieu de soutien pour sa communauté. Partageant les mêmes idéaux, leur amitié s'est rapidement transformée en une relation amoureuse. Shannon était heureuse d'avoir rencontré Quentin, et très vite, ils ont commencé à vivre ensemble. Leur relation semblait épanouie. Ils faisaient des projets d'avenir. Mais ce bonheur a brusquement été interrompu le jour où Shannon a disparu. Le 13 avril 2018, elle n'est pas venue chercher son petit frère à l'école. Elle ne s'est pas présentée non plus à son travail. Son téléphone était éteint. Et elle n'avait prévenu personne d'une quelconque absence. Très vite, ses parents ont compris que quelque chose n'allait pas. Ils se sont rendus au commissariat. Les premiers agents, considérant son jeune âge, ont d'abord pensé à une fugue ou à une escapade imprévue avec des amis. Mais les parents de Shannon ont écarté cette hypothèse. Leur fille n'était pas le genre de personne à disparaître sans prévenir ou à ignorer volontairement les appels, surtout en laissant son petit frère sans surveillance. Ce sont les révélations de sa mère qui ont poussé les enquêteurs à prendre l'affaire beaucoup plus au sérieux. Au moment de sa disparition, Shannon était enceinte de 4 mois. Et les femmes enceintes ne disparaissent pas volontairement sans laisser de traces, à moins qu'il ne se soit passé quelque chose de grave. De l'argent, des documents importants et des objets de valeur avaient été laissés dans sa chambre. Rien ne suggérait un départ volontaire. Ses parents ont également indiqué que le père de l'enfant était Quentin Neal, aujourd'hui âgé de 27 ans. Lorsqu'ils l'ont contacté, Quentin a déclaré qu'il ignorait totalement où se trouvait Shannon. Il a précisé qu'elle vivait ces derniers temps chez ses parents et qu'il ne l'avait pas vue ce jour-là. Les enquêteurs ont alors décidé de l'appeler directement pour lui demander de venir au commissariat afin de répondre à quelques questions. Quentin a semblé nerveux, mais il a dit qu'il allait se rendre immédiatement sur place. À son arrivée, les parents de Shannon étaient toujours présents. Face aux enquêteurs, Quentin a expliqué que la dernière fois qu'il avait vu Shannon remontait à plus de 24 heures. Elle quittait alors sa maison pour aller chercher son petit frère. Ils avaient ensuite échangé quelques SMS, mais n'avaient plus eu de contact depuis. À la question de savoir où elle pourrait se trouver, Quentin n'a pu apporter aucune réponse. Il a simplement souligné que Shannon était une jeune femme sérieuse, concentrée sur ses études et son travail, et qu'il était très inhabituel qu'elle coupe tout contact avec ses proches. Cependant, il a évoqué l'existence d'un autre homme, qui aurait montré un intérêt insistant pour Shannon, bien qu'il sache qu'elle était en couple et enceinte. Selon Quentin, cet homme n'aurait jamais cessé de la poursuivre, même après qu'elle lui ait demandé de la laisser tranquille. Pour les enquêteurs, ce témoignage a immédiatement attiré leur attention, la jalousie est souvent à l'origine de comportements dangereux. Le lendemain, la police a commencé à interroger les amis de Shannon afin d'obtenir de nouveaux indices. Toutes les brigades du Wisconsin ont été alertées. Et c'est ce même jour qu'un premier élément troublant a été découvert. La voiture de Shannon a été retrouvée à Milwaukee, à environ 20 minutes de chez elle. Les experts en criminalistique ont examiné le véhicule de fond en comble. Aucun signe d'effraction, de lutte, ni d'éléments visiblement suspects. Tout semblait en ordre. Cependant, ni son téléphone ni son sac à main ne s'y trouvaient.
3 empreintes digitales ont été identifiées dans le véhicule. L'une appartenait à Shannon, l'autre à Quentin, mais la troisième restait inconnue. Les enquêteurs devaient maintenant identifier à qui elle appartenait. Dans l'après-midi, l'homme mentionné par Quentin a été convoqué pour interrogatoire. Visiblement ému par la disparition de Shannon, il a toutefois nié les accusations portées par Quentin. Il a affirmé qu'il n'était qu'un simple ami, et qu'il n'avait jamais tenté de conquérir Shannon. Poussé dans ses retranchements, il a toutefois reconnu lui avoir déjà déclaré ses sentiments, mais elle lui avait clairement répondu qu'ils ne seraient que des amis. Depuis cette discussion avec les enquêteurs, l'homme mentionné par Quentin n'avait entrepris aucune tentative pour reconquérir Shannon. Pourtant, ses empreintes digitales retrouvées dans la voiture de la jeune femme correspondaient. Il expliqua cela en précisant que Shannon le conduisait régulièrement à l'université, ce qui justifiait naturellement la présence de ces empreintes. Il ajouta qu'au moment de la disparition de Shannon, il se trouvait à plus de 150 km de Waukesha, assistant à un match de baseball. Les enquêteurs vérifièrent cet alibi, qui fut rapidement confirmé, écartant ainsi cet homme de la liste des suspects. Mais une avancée capitale dans l'affaire ne tarda pas à se produire. En Shumani, la mère de Shannon retrouva l'Apple Watch de sa fille. En y consultant quelques messages, elle décida de retourner au commissariat. Elle remit la montre aux enquêteurs, espérant qu'elle puisse aider. Lorsqu'ils analysèrent les derniers échanges de Shannon, une vérité choquante éclata. Contrairement à ce qu'affirmait Quentin, il avait bien vu Shannon le jour de sa disparition. Ils avaient échangé plusieurs messages et convenu de se retrouver. Cela prouvait que Quentin avait menti à la police et à la famille. Il devenait alors le principal suspect. En poursuivant l'analyse des messages, les enquêteurs découvrirent que la relation entre Shannon et Quentin n'était pas aussi idyllique qu'elle le semblait. Certains échanges révélaient que Quentin s'était déjà montré violent envers Shannon, pourtant enceinte de leur enfant. Shannon, bouleversée par ce comportement, envisageait de faire une pause dans leur relation. Quentin, quant à lui, l'implorait de rester. Ces révélations, ajoutées au casier judiciaire déjà chargé de Quentin, renforcèrent les soupçons. Il avait purgé une peine de prison pour vol à main armée et avait été arrêté à plusieurs reprises pour des faits de violence et des délits mineurs. D'après ses parents, Shannon semblait de plus en plus déprimée ces derniers temps, et il soupçonnait Quentin d'être à l'origine de son mal-être. L'attitude de Quentin face à la grossesse était instable. Lorsqu'il apprit que Shannon était enceinte, il jura de prendre soin d'elle et du bébé, affirmant qu'il avait toujours rêvé d'avoir une famille. Mais quelques jours plus tard, il envoya à la mère de Shannon des messages troublants, disant qu'il avait changé d'avis et qu'il préférait que Shannon avorte. La police, en retraçant le téléphone de Shannon, découvrit qu'il avait cessé d'émettre dans la zone même où vivait Quentin, l'après-midi du 13 avril. Peu de temps auparavant, Anshumani avait remarqué de grandes ecchymoses sur les bras de sa fille. Lorsque Shannon fut questionnée, elle éclata en sanglots et raconta que Quentin l'avait agressée dans sa voiture, la frappant violemment. Malgré les supplications de ses parents de mettre fin à cette relation, Shannon avait fini par lui pardonner. Avec tous ces éléments, les enquêteurs commencèrent à craindre le pire. Ils obtinrent un mandat de perquisition et se rendirent chez Quentin. À première vue, la maison semblait en ordre. Rien n'indiquait qu'un crime y avait été commis. Le rez-de-chaussée, passé au luminol, ne révéla aucune trace. Mais une fois descendu au sous-sol, le produit révéla d'innombrables marques brillantes sur les murs et le sol. C'était la preuve que quelque chose d'horrible s'y était produit. Quentin Neal fut arrêté sur le champ. Avant de l'interroger, les agents fouillèrent son téléphone et découvrirent qu'il avait récemment recherché des informations sur la soude caustique, un produit chimique utilisé pour faire disparaître des preuves. Interrogé, Quentin nia d'abord toute implication. Mais face aux preuves accablantes, il finit par changer de version et proposa de tout avouer. Il déclara avoir tué Shannon, mais affirma avoir agi en légitime défense. Selon lui, ce jour-là, Shannon était venu chez lui pour discuter de leur avenir. Une dispute éclata. Quentin affirma que Shannon s'était emparé d'un couteau et d'une arme à feu entreposée dans la cuisine. Il dit s'être senti menacé et avoir réagi par instinct. Une bagarre s'ensuivit, et Shannon perdit la vie. Les enquêteurs doutaient fortement de sa version, surtout qu'il ne présentait aucune blessure défensive. Mais ils le laissèrent poursuivre. Quentin admit ensuite avoir paniqué. Il rangea le corps dans une grande valise qu'il stocka dans son sous-sol, avant de l'emmener dans un box de stockage à une dizaine de kilomètres de chez lui. Accompagnés de Quentin, les détectives se rendirent au box. À l'intérieur,
ils découvrirent la valise contenant le corps sans vie de Shannon. Ses poignets et chevilles étaient ligotés avec du ruban adhésif, un détail qui rendait la défense de Quentin encore plus invraisemblable. L'autopsie révéla 2 balles dans la tête, ainsi que plusieurs blessures infligées à l'arme blanche. Les pires craintes de la famille Mani se confirmèrent. Le 18 avril 2018, Quentin Neal fut inculpé pour le meurtre de Shannon Mani et de son bébé à naître. Les preuves étaient accablantes. Les messages retrouvés indiquaient que Shannon s'était rendue chez Quentin ce jour-là pour parler de leur avenir. Une dispute éclata, et elle n'en sortit jamais. Le procès devait débuter au printemps 2019, mais il fut repoussé de 3 mois à cause de lettres anonymes envoyées aux autorités judiciaires, affirmant que Quentin n'était pas le véritable coupable. Après l'enquête, ces lettres s'avérèrent avoir été rédigées par un ami de Quentin pour semer la confusion. Cela échoua. Quentin encourait la peine capitale. Il plaida non coupable, insistant sur la légitime défense. Mais 15 mois après la mort de Shannon, la justice finit par triompher. Le 15 juillet 2019, Quentin accepta un accord avec le ministère public. Il reconnut sa culpabilité en échange de l'abandon de la peine de mort. Le 17 juillet 2019, le tribunal du comté de Milwaukee condamna Quentin Neal, âgé de 28 ans, à 2 peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Il passera donc le reste de sa vie derrière les barreaux. Lors de l'énoncé de sa peine, Quentin resta silencieux, refusant d'expliquer son geste. La justice a été rendue. La seule chose qui nous réconforte, c'est qu'il ne pourra plus jamais faire de mal à qui que ce soit, déclara Anshu Mani, la mère de Shannon. Aujourd'hui, ses parents veulent empêcher que d'autres tragédies comme celle-ci se produisent. Nous n'avons pas pu la sauver. Mais si nous pouvons aider une autre Shannon, ce sera une bénédiction. Shannon rêvait de construire un refuge pour les femmes et les enfants. Ses parents ont décidé d'honorer cette promesse. Ils souhaitent bâtir ce refuge en sa mémoire.